il le faut. Alors, je lance la 3e session qui va être consacrée à la connectivité intraforestière en lien avec la gestion. Nous aurons d'abord une courte introduction par Olivia Marois sur le contexte de ce travail. Et ensuite, comme pour les autres sessions, un développement plus important de tous les travaux et les résultats obtenus par les différents acteurs engagés sur le site pilote. Et puis, il y aura une clôture par des exemples concrets de travaux qui ont été réalisés sur donc le site des Monts de la Madeleine et des Bois Noirs, et un débat animé ensuite par Sylvie. Le tout doit nous permettre de terminer, si possible, un peu avant 16h30 pour que l'on clôture à 16h30 ou guère plus le webinaire. Donc je laisse la parole immédiatement à Olivia pour ne pas perdre de temps. Merci Fabrice. Donc, je pense que le partage a dû fonctionner. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, c'est parfait. Parfait. Donc, nous voilà désormais dans la Loire. C'est un projet qui fait pas mal voyager en région. Donc, aux confins avec l'ancienne région Auvergne. Voilà, donc pour vous situer, hein, c'est la carte qui a été projetée ce matin pour présenter le projet dans sa globalité. Donc, on se situe dans un territoire qui est caractérisé par une matrice paysagère à dominante forestière, entre Vichy et Roanne, au nord des monts du Forez et à l'ouest des monts du Beaujolais. Donc, on a deux ensembles. Un ensemble donc, que sont les monts de la Madeleine, et puis donc un ensemble plus au sud, donc les Bois Noirs, en fait, qui correspondent au nord l'extrême nord des monts du Forez. Voilà, donc ça permet un petit peu de nous situer. Alors, donc la question de recherche sur laquelle on a travaillé collectivement sur ce site, donc comment les choix de gestion au sein d'un territoire à dominante forestière et leur évolution dans le temps, en créant une hétérogénéité des peuplements, impactent la connectivité des habitats pour des espèces forestières données. Donc chaque mot est important, en particulier les mots qui sont soulignés dans cette question de recherche. Donc un peu plus précisément, donc, on s'est attaché à analyser les liens entre modes de gestion. En l'occurrence, on va le voir via la composition en essence, puisque c'est en réalité voilà, ce sur quoi on s'est appuyé pour des questions méthodologiques qu'on va vous expliquer. Et puis donc la connectivité pour des espèces forestières données dans les cortèges oiseaux et flore vasculaire. Donc un deuxième objectif, c'est des scénarios d'évolution future des peuplements en intégrant les changements climatiques. Donc, c'est une thématique qui a été évoquée dans les débats. Hein. On sent que c'est en tout cas pour nous forestiers, mais même au-delà, c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Donc, on ne se voyait pas ne pas l'aborder sur ce site. Et donc, l'idée, c'était de simuler l'impact de ces éléments sur la connectivité. Et enfin, donc, comme ça a été dit en introduction de cette session, identifier des parcelles forestières entre guillemets de référence dont la gestion nous semblait favorable à la biodiversité, en l'occurrence, puisqu'on a une échelle parcellaire. Et puis, donc, il y a eu des travaux de réaliser. On va vous expliquer un petit peu en quoi ça a consisté. Sans plus tarder, donc je démarre en vous présentant un petit peu plus précisément le site d'études et les choix méthodologiques qui nous ont permis de réaliser les relevés réalisés donc, dans le cadre du projet. Donc, on se situe sur un site qui est constitué par 23 communes du département de la Loire, donc à dominante forestière avec un taux de boisement qui est important, donc 50%, 23 000 hectares de forêt, à très forte dominante privée, donc à 95%, et avec une moyenne de 2,8 hectares par propriétaire, ce qui peut sembler beaucoup, mais en réalité, donc on a souvent plusieurs parcelles par propriétaire et des parcelles qui ne sont pas forcément jointives. Donc, cette représentation, enfin cette cartographie est issue de la BD, la base de données forêt version 2 de l'IGN.
Donc c'est une représentation assez marquante du territoire, avec la partie au nord, donc les monts de la Madeleine, c'est vraiment une mosaïque de peuplements forestiers diverses. Alors qu'au sud, sur la partie bois noir, on va avoir quelque chose d'un peu plus, enfin, de plus homogène, avec un grand ensemble de sapins. En réalité, la distinction sapin-épicéa n'est pas faite dans la baie des forêts V2. On va voir que ça ne nous a pas forcément posé de problème parce que sur ce territoire, on a majoritairement du sapin et plus minoritairement de l'épicéa. Donc les essences, justement, les essences majoritaires, donc c'est en premier le Douglas, qui va être en nombreuses petites parcelles avec un certain mitage, notamment sur les bois noirs. Voilà, donc le sapin épicéa, des peuplements mixtes avec plus de 4000 hectares. Donc ça a été un petit peu le côté, enfin la découverte en quelque sorte qu'il y avait autant de peuplements mixtes sur ce territoire, y compris pour les acteurs locaux. Et puis ensuite, donc des peuplements plus divers. Donc, dans les feuillus, on va voir, il y a des accrues notamment. Dans les conifères divers, il peut y avoir du pin sylvestre et puis des conifères exotiques, en tout cas pour ce secteur-là, le mélèze d'Europe, mélèze hybride, etc. Et puis, donc dans les chênes, ça va être des chênes donc, dits décidus, c'est-à-dire en l'occurrence le chêne Cécile et les chênes pédonculés. Et puis, on a aussi, en dernier lieu, le hêtre. Donc, on va discuter pas mal également de ces peuplements de hêtraies qui sont représentés ici en jaune. Voilà, en image, hein, c'est quand même, on arrive aussi en fin de journée, donc c'est bien d'avoir des choses un petit peu visuelles à se mettre sous la dent, entre guillemets. Donc, la sapinière, elle va être sur ce territoire soit en structure, enfin, va présenter une structure irrégulière, plus ou moins jardinée, enfin, voire pas gérée en fait, comme sur cette parcelle. Ou alors, on peut avoir des structures très régulières, issues de plantations ou de régénération naturelle, avec un certain nombre d'éclaircies réalisées. La douglasée, donc issue plantation. On va aussi trouver des douglasées qui se régénèrent naturellement sous elles-mêmes. Donc là, c'est le cas sur ces deux photos avec une régénération abondante. Donc on va le voir aussi par la suite, pouvoir permettre de diversifier ces douglasées en sachant que bon, quand même, sur ce massif, et on va le retrouver aussi sur les monts du Beaujolais et puis d'autres territoires auvergnat, en fait, la régénération naturelle est encore quelque chose d'assez minoritaire et que pourtant on essaye de promouvoir au maximum. Donc ensuite, la chênaie, donc là on va être en fait sur soit du taillis sous futaie. Donc c'est aujourd'hui des peuplements qui sont assez délaissés sur ce massif, hormis pour le bois de chauffage, en sachant que par le passé, donc, ça a été beaucoup utilisé pour les tanneries, enfin, l'écorce de chêne en l'occurrence, pour extraire les tanins. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des peuplements sur lesquels il n'y a pas forcément de gestion. Et enfin, la hêtraie, donc c'est un petit peu le même cas de figure que pour la chênaie, peu gérée, peu de régénération aussi sous elle-même. Donc des gros questionnements pour le forestier, à savoir quel devenir pour ces peuplements qui sont patrimoniaux, mais qui par contre voilà, posent des questions vis-à-vis notamment des changements climatiques. Et donc nos fameux peuplements mixtes. Alors là, en l'occurrence, on a un mélange sapin, enfin hêtraie sapinière. Donc ça peut être des peuplements qui sont issus d'événements climatiques. Donc sur ce territoire, on a identifié, enfin c'est vraiment des choses assez marquantes. Les deux tempêtes de 82 et 99 ont fait énormément de dégâts. Il n'y a pas forcément eu d'exploitation forestière derrière. Donc ces peuplements mixtes sont souvent issus de ces événements climatiques avec l'essence, on retrouve l'essence d'origine derrière d'essence plus diversifiée, de lumière ou plus agréable. Alors, donc maintenant, sur les choix des paramètres et la construction du plan d'échantillonnage.
Donc l'idée était en fait de maximiser l'homogénéité des stations sans passer à côté de types de peuplement. On l'a vu, il y en a quand même un certain nombre et l'idée était de pouvoir se rendre compte de pouvoir traduire cette hétérogénéité tout en essayant quand même d'homogénéiser, comme je disais, les stations. Donc pour l'altitude, on a choisi, donc, je précise que ce travail a été réalisé par INRAE et donc il est issu d'une analyse cartographique à partir de la BD Forêt V2. Donc pour l'altitude, on a choisi la tranche 700-900, en sachant, petite parenthèse, que le syndicat mixte des Monts de la Madeleine a réalisé un travail sur les forêts au-delà de 900 mètres, donc on ne regroupe pas les... En l'occurrence, il n'y a pas de recoupement entre les deux projets. En ce qui concerne la pente, on était sur une tranche 10-30%. L'exposition, alors de par la configuration du site, on était quand même sur des expositions est dominantes. On regarde à ce niveau-là plutôt vers le soleil levant. Et donc en fait, on s'est rendu compte que, en particulier le hêtre, on le trouvait très peu, comme c'est indiqué sur le petit graphique, sur les expositions ouest. Donc, on excluait ces expositions-là pour pouvoir aussi couvrir la hêtraie. En termes de pédologique, on n'était pas trop gêné parce qu'on est sur des arènes granitiques très majoritairement et donc on a une forte homogénéité des sols sur ce site. Donc à partir de là, il y a eu un tirage aléatoire de points selon nos paramètres et on a retenu des points qui étaient distanciés de 200 mètres au minimum. Alors ça s'explique par les points d'écoute avifaune qui ont été réalisés. Donc l'idée étant de ne pas recontacter les mêmes oiseaux en changeant de placette. En tout cas, de tendre vers cet objectif-là. Voilà, l'objectif d'échantillonnage sur les peuplements forestiers, c'était donc 100 points répartis équitablement sur les différents grands types de peuplements. Donc, le déroulement des relevés forestiers. Donc, nous avons finalement réalisé 130 points de relevé, donc ce qui est plus que prévu. Mais pour se donner de la marge, on est sur un territoire qui a une très forte dynamique forestière, donc avec beaucoup de coupes. On l'a vu entre les relevés réalisés en 2018, déjà entre juillet et septembre 2018, il y a eu des coupes. Et puis ensuite, entre 2018 et 2019, il y a eu un certain nombre de parcelles qui sont passées en coupe. Et donc, ça exclut en fait un certain nombre de points. Donc, on s'est donné de la marge en réalisant ces 130 points de relevé. Donc, l'ONF et CRPF ont réalisé les relevés forestiers avec la participation du syndicat mixte des Monts de la Madeleine et en l'occurrence du stagiaire du syndicat mixte et de propriétaires forestiers, donc bénévoles de la DEFOMA, qui est l'association de développement forestier des Monts de la Madeleine. Donc aide précieuse pour pouvoir constituer des binômes pour réaliser. Donc en arrivant sur les placettes, donc avec un navigant au GPS, on a relevé les coordonnées des placettes, on les a repris. On a pris l'altitude, la pente, l'exposition. Là, on a déterminé la station à l'aide du guide de station de la bordure est du Massif central. Donc avec un trou à l'intérieur pédologique, on regarde également la fleur indicatrice, etc. Et puis, on a également caractérisé le type de peuplement terrain. Donc, soit pour confirmer la BD forêt, soit pour requalifier le type. Ensuite, on a caractérisé la structure verticale du peuplement. Donc là, on l'a fait en projetant virtuellement, en projetant en fait les différentes strates. Donc la strate 2 à 8 mètres, la strate 8 à 16 mètres et ensuite au-delà de 16 mètres. Et on a également projeté la totalité des strates au sol. Donc ça se fait en quelque sorte à dire d'experts. L'idée étant pas forcément d'arriver à un pourcentage précis, mais plutôt de pouvoir comparer les placettes entre elles, d'avoir quelque chose d'assez relatif.
Et je précise également que donc, sur la tranche 0,2 mètres, donc là, pour le coup, il y a eu des relevés flore qui ont été réalisés. Donc l'idée était aussi de ne pas être en doublon par rapport à ces relevés. Donc sur la structure horizontale, donc on a réalisé quelque chose qui est assez classique pour les forestiers, c'est un tour relascopique par classe de diamètre et par essence. Donc il s'agit en réalité de mesurer la surface terrière, donc c'est une grandeur qui va traduire en fait la densité des peuplements, que je ne vais pas vous expliquer dans le détail ici, c'est pas l'objectif, mais en tout cas sachez que ça s'exprime en mètres carrés par hectare et que voilà, et qu'on peut effectivement individualiser dans le tour en appelant l'essence et la catégorie de diamètre. Donc on peut aller assez finement dans cette caractérisation de la structure horizontale. Donc là, par exemple, on est sur, je vous ai donné un exemple d'une placette où il n'y avait que du Douglas, et on arrive à une surface terrière totale de 26 mètres carrés par hectare qui va se répartir. Donc on est surtout sur quelque chose de très régularisé, bois moyen, et on va avoir voilà, deux petits bois et puis deux gros bois ensuite. Olivia, il faut que tu accélères un petit peu, s'il te plaît, merci. Alors oui, par contre, du coup, oui, j'ai normalement 20 minutes maximum sur cette partie, mais j'en ai quasiment fini sur les relevés forestiers, parce que je cumule avec les premières analyses sur les points de relevés forestiers. Donc, il en ressort de ces relevés que on a pu inventorier l'ensemble des types de peuplements identifiés dans l'analyse préliminaire. Simplement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'accrues sur ce territoire qui n'avaient pas été identifiés en tant que tels dans l'analyse préliminaire et sur lesquels on a fait des points de relevé. Sur la sapinière, on a fait également beaucoup de relevés. Voilà. Il y a eu pas mal de points, mais globalement, on arrive à peu près à ce qui était prévu initialement. Donc, je vais passer assez rapidement sur les bilans des relevés. Donc, en termes d'analyse des surfaces terrières, donc c'est les douglasais qui ressortent comme étant les plus riches, enfin en tout cas qui comportent les surfaces terrières moyennes les plus importantes, mais avec un fort écart type. Et à l'inverse, à l'opposé, on va dire du gradient, on va trouver nos accrues, enfin les accrues avec une surface terrière moyenne aux alentours de 15 mètres carrés par hectare. Sur donc l'analyse de la diversité en naissance de chaque type de peuplement, donc on a globalement deux groupes qui ressortent. Un groupe accru, donc ça s'exprime ici donc en mètres carrés par hectare. Le groupe des accrus, on va trouver voilà, dans notre groupe de placettes un certain nombre d'essences assez importants, donc et également chez les peuplements mixtes, où on va aussi trouver un certain nombre d'essences. À l'opposé, on va avoir la chênaie, les loups glazés, les sapinières et les hêtraies, où là, par contre, on va être plutôt sur quelque chose d'assez mono-essence. Et enfin, en termes de recouvrement, donc recouvrement par strate, comme je vous l'ai expliqué juste avant, donc on va avoir en fait une distinction entre ce qui va être à strate ou de strates. Donc ça va être les sapinières, les douglasais notamment, et puis ce qui va être à multistrates, donc ça va être plutôt les peuplements de type accru. Je ne détaille pas davantage, mais ça vous permet d'avoir quand même un aperçu de la variabilité de ces peuplements. Donc j'en ai terminé avec le bilan des relevés forestiers. Donc je propose que Lisa et puis Lisa Favrebach et Emmanuel Véricel qui ont réalisé les relevés flore et avifaune respectivement prennent la suite. Et on prendra des questions si vous en avez à l'issue de ces présentations. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui. Oui, il faut la mettre en plein écran. Ouais, je m'en occupe. Hop.
Très bien, bonjour, Emmanuel Véricel pour la LPO dans la Loire. Voilà, donc on a été amené à réaliser des relevés sur l'avifaune sur ce territoire. Alors on peut s'interroger sur la pertinence de travailler sur le groupe oiseaux sur des questions de continuité compte tenu de la mobilité de ces espèces. On a jugé collectivement que c'était intéressant parce que, notamment en ce qui concerne la période de reproduction, ce sont des espèces qui vont avoir une vie territoriale et du coup dire des choix de cantonnement et d'installation qui vont être déterminés par des conditions d'un milieu. Voilà, donc ça nous a permis de justifier un petit peu l'intérêt de ce groupe. Pour la flore, la question se pose peut-être un petit peu moins, en tout cas différemment. En ce qui concerne les relevés, on a réalisé donc nous une centaine de points d'écoute. Donc il y en a quelques-uns qui ont été écartés parce qu'il y a eu des coupes. L'idée était de pouvoir bénéficier à l'issue de nos passages d'un cortège le plus complet et le plus exhaustif possible des espèces territoriales cantonnées, donc par le chant ou d'autres comportements observés, sur les placettes. Donc nous avons réalisé des points d'écoute matinaux de 10 minutes, un compromis entre le nombre de points inventoriés et l'objectif de contrôler le maximum d'espèces. Habituellement, on utilise des points variant entre 5 et 20 minutes selon les types d'études. Et on a réalisé 2 passages afin de contacter les espèces, on va dire, précoces et celles qui sont généralement migratrices transsahariennes et qui arrivent un petit peu plus tard, voilà, d'Afrique par exemple. Donc nous avons fait 2 passages pour chacun des points. Au final, on a à peu près contacté 70 espèces, on a contacté 70 espèces sur l'ensemble de nos relevés. Et sans que ce soit vraiment une surprise, on a majoritairement contacté des espèces généralistes, ubiquistes, et les espèces forestières étaient heureusement bien présentes sur nos relevés. Dans les relevés qu'on a fait, on a eu le plaisir et la bonne surprise de trouver quelques espèces forestières rares et spécialisées, exigeantes en termes d'habitat forestier, notamment le pouillot siffleur qui est chez nous associé au hêtraies de montagne, qui peut être présent dans les chênes également. On a eu des contacts de chevêchettes d'Europe en matinée, et également de mésanges boréales. Mais ces oiseaux-là ont été trop peu contactés sur l'ensemble de nos relevés pour pouvoir bénéficier des analyses par la suite. Donc on les a malheureusement écartés. Donc le travail après a été mené avec l'INRAE de réfléchir et de travailler sur le choix des espèces que nous allions retenir. Et compte tenu de l'abondance et du degré de spécialisation, d'affinité à l'habitat forestier, on a choisi de retenir 5 espèces pour ce qui peut paraître peu compte tenu voilà, du nombre d'espèces contactées au départ, mais c'était pour avoir, on va dire, des informations intéressantes par la suite. Donc on a retenu le pouillot véloce, le piquet-pêche, le roitelet huppé, la citelle torche-peau et le grimpero des jardins. Donc qui sont pour certains associés à des boisements avec différentes strates, pour d'autres qui apprécient plutôt les résineux, les peuplements résineux, d'autres plutôt les peuplements feuillus. Le grimpero des jardins a besoin d'essences présentant des fissures et des écorces. Voilà, donc chaque espèce a un petit peu sa spécialité. Je poursuis la présentation pour Lisa, qui va se présenter. Merci. C'est bon, vous m'entendez ? Donc Lisa, oui, très bien. Je suis chargée de mission au Conservatoire botanique du Massif central. Donc je vais vous dire un mot, ou plutôt quelques-uns, sur les relevés forts. Emmanuel, tu peux faire passer du coup les diapos, parce que là je ne peux pas prendre le contrôle. Je m'en charge. Merci. Donc nous, une fois, après avoir enlevé quelques peuplements effectivement supplémentaires dans lesquels il y avait des coupes qui avaient été réalisées, on a réalisé 99 relevés. Donc on a fait des placettes 15 mètres par 15 mètres, des placettes carrées, qui ont été, donc le terrain a été réalisé en 2019. On a fait des relevés je vais y arriver,
On a noté le coefficient d'abondance de chaque espèce, pardon. Donc, on a trouvé 164 espèces herbacées. 79 de ces espèces sont des espèces forestières plus ou moins strictes, c'est-à-dire plus ou moins féodées vraiment au cœur des boisements. 85 espèces du milieu ouvert, ubiquiste ou lisière. Et on a constaté aussi qu'on avait 96 espèces sur ces 164 qui étaient peu fréquentes puisqu'elles étaient présentes dans moins de 5% des relevés. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Merci. Pour poursuivre les analyses, on a travaillé sur les 40 espèces forestières qui étaient présentes dans suffisamment de relevés. On a observé que la composition des communautés était significativement liée à l'ancienneté et au type de peuplement. Donc l'ancienneté, ce n'était pas le paramètre qui était le but premier sur ce site, mais compte tenu des enjeux de l'ancienneté des forêts pour la flore, on l'a intégré pour pouvoir le détecter effectivement. Vous allez voir qu'il y a un lien qui est fort ici aussi avec le type de peuplement. Donc, parmi ces 40 espèces, on a identifié qu'il y avait 15 espèces indicatrices de forêts anciennes et 15 espèces indicatrices de forêts récentes, selon des travaux qui ont été réalisés dans le Massif central. Donc, ce qu'on observe, c'est que la moitié des relevés qui ont été réalisés, tout type de peuplement confondu, se trouvent en forêt ancienne et donc l'autre moitié en forêt récente, avec des proportions qui sont variables selon les types de peuplement. En chênaies et en sapinières, on a plus de forêts anciennes que de forêts récentes. On a à peu près, en tout cas des nombres assez équivalents de nombre de relevés pour les traits et les peuplements mixtes en forêt ancienne et récente. Et on a nettement plus de relevés en forêt récente qu'en forêt ancienne pour les douglasais et les accrus. Et quand on observe la composition des communautés végétales, donc en utilisant l'indice, les espèces indicatrices de forêt ancienne, on trouve la même tendance, mais avec plus de forêts anciennes présumées pour les hêtraies et les peuplements mixtes, quand on s'intéresse à la composition floristique par rapport à la cartographie. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Merci. Et donc, on a recherché des espèces qui étaient associées préférentiellement aux différents peuplements. Donc, on a pas mal d'espèces de forêts récentes qui sont associées aux accrus et aux douglasais. Par contre, assez peu d'espèces associées à d'autres types de peuplements. Et donc, les deux espèces modèles qu'on a utilisées pour la suite des analyses, c'est l'aspérule odorante, qui est associée aux hêtraies sur les relevés du d'études, et la myrtille qui ressort comme associée aux chênaies et aux sapinières et aux forêts anciennes. Merci, j'ai fini pour cette partie. Et donc, je vais passer la parole à Étienne Laléchère, qui va enchaîner avec les analyses de connectivité. Oui, je vais continuer à faire à présenter les diaporamas pour les collègues. Est-ce que vous l'avez du coup, celui-là? Alors, on ne voit pas encore. Je vais aller chercher. Attendez. Est-ce que c'est bon? C'est bon, oui. Plus qu'à le mettre en plein écran. C'est parti. Donc, je vais effectivement vous présenter, donc Étienne Laléchère d'INRAE Grenoble, je vais vous présenter quelques éléments de résultats sur les analyses de connectivité sur l'avifaune avec Lisa qui vient de prendre la parole. Donc, tout d'abord, pour introduire cette partie, je voudrais signaler que l'ensemble des données qui ont pu être récoltées sur ce site des Monts de la Madeleine et des Bois Noirs nous ont amené à voir notamment à montrer l'importance de la composition des peuplements, en particulier sur les oiseaux, et on a vu qu'il y a un petit peu moins de lien avec la structure, un peu moins d'effet de la structure. Donc on va vous présenter des résultats un peu plus centrés sur la composition, mais aussi sur les forêts anciennes qui sont assez déterminantes pour la flore. Donc une fois qu'on a identifié les différentes espèces cibles auxquelles on veut s'intéresser, on va essayer de définir leurs habitats. Donc pour ça, on peut se baser sur le concept de la niche écologique qu'on peut définir comme l'ensemble des conditions environnementales nécessaires à la présence d'une espèce.
Donc ces conditions environnementales, elles peuvent être assez variées, ça peut être lié donc à la composition des peuplements, ça peut être des variables climatiques, pédologiques, etc. Donc là, j'ai un exemple, on voit deux variables, on peut imaginer par exemple que la première variable soit la température et la seconde concerne la pluviométrie par exemple, et on va essayer d'identifier les gammes de valeurs qui sont favorables à l'installation d'une espèce. Donc une fois qu'on a compris quelles sont les variables nécessaires du coup à l'installation d'une espèce, on va essayer de voir où est-ce que l'ensemble de ces variables sont simultanément sur la zone d'étude. Et c'est de cette façon-là qu'on va arriver à délimiter, à définir les habitats des espèces. Donc ensuite, on peut se demander, finalement, ces habitats, où est-ce qu'on va les retrouver en fonction de la composition donc, des peuplements. Donc c'est ce qui est représenté sur ces graphiques. On a les 5 espèces cibles d'oiseaux, et on a du coup en ordonnée ici une mesure de la proportion d'habitats selon les essences. Donc, par exemple, pour le roitelet huppé, qui est plutôt un féodé aux sapinières, on voit qu'on a à peu près 80% des sapinières qui constituent un habitat. Et on a beaucoup moins d'habitats dans les feuillus, qui sont représentés ici en bleu. Pour la citelle torche-peau, autre exemple, donc, qui est une espèce assez liée aux hêtraies, mais qu'on retrouve dans les feuillus aussi en général, on va assez logiquement retrouver quantité d'habitats dans les feuillus, donc dans les hêtraies, dans les chênaies, et dans une classe autre qui comprend en fait essentiellement des mélanges de feuillus. Donc on voit que chaque espèce a ses préférences, c'est aussi pour ça qu'elles ont été choisies, parce que ce n'est pas les mêmes, et on constate qu'on a un certain nombre d'antagonismes. Si on cherche à développer telle essence, ça ne va pas forcément être favorable à telle espèce. Donc voilà, on a des antagonismes. Donc pour aller au-delà de ces antagonismes, tu peux passer à la suite, il y aura quelques animations, on voit que les peuplements mixtes sont très intéressants parce qu'ils fournissent donc une proportion non négligeable d'habitat, et quelles que soient les espèces. Donc ça rejoint des choses connues sur l'intérêt de ces peuplements pour la biodiversité de façon un peu générale. Alors là, on a sauté une diapo, si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. D'accord, ah oui, on est allé un petit peu vite. Donc il y avait 2 dias voilà, avec des graphiques de ce type. Donc voilà la première qui concernait les habitats. Merci, on peut passer à la suivante. Et la deuxième qui concerne la matrice, où là on a essayé de voir où sont localisés les chemins de moindre coût en fonction des essences. Donc les chemins de moindre coût, je réexplique pas, voilà, j'espère que vous avez bien suivi ce qui a été présenté cet après-midi, mais il s'agit des chemins de dispersion en fait. Donc au-delà des habitats, on va voir où est-ce que se dispersent, où est-ce que passent préférentiellement les espèces. Là aussi, les flux de dispersion sont relativement bien assurés par les peuplements mixtes, donc cette fois-ci c'est un résultat un peu plus original. Donc ensuite on a construit des graphes paysagers, voilà, dont on a parlé dans diverses présentations. Ces graphes paysagers, donc, on les voit ici, on voit ici les différents habitats qui ont pu être cartographiés. On a un gradient de couleur en fonction de l'importance de chaque habitat en termes de connectivité. On visualise les chemins de moindre coût. Donc Emmanuel l'a dit, les oiseaux sont relativement mobiles. Donc en l'occurrence sur ce territoire qui est très boisé, les habitats sont en fait interconnectés, les déplacements sont potentiellement assurés entre ces habitats du fait de la capacité de dispersion des oiseaux qui n'est pas forcément négligeable. Ensuite, pour synthétiser un peu ces résultats, ce qu'on peut généraliser cet indice là, qui concerne les habitats à l'ensemble de la carte, en faisant une interpolation spatiale. Donc ça va aussi permettre de pouvoir combiner ces différentes cartes, ces différents zonages en termes de connectivité. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Pour obtenir finalement une carte sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour identifier les peuplements forestiers qui contribuent le plus à la connectivité en généralisant à l'ensemble des espèces. Donc voilà l'intérêt de ce type d'approche. Je vais laisser la parole à Lisa.
Merci. Donc, je vais vous présenter un peu le même type d'analyse qui a été réalisée donc, sur les deux espèces végétales cibles. Ici, on voit une carte de modélisation de l'habitat favorable aux deux espèces qui a été réalisée de la même manière à partir de variables environnementales et de données de présence des espèces issues de la base de données Chloris du Conservatoire botanique du Massif central. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la suivante? Merci. Donc, la spérule odorante, on avait vu sur le site d'études qu'elle était associée au hêtraie. L'analyse des variables environnementales nous montre les variables les plus importantes sont le type de peuplement, les hêtraies, mais aussi les sapinières qui ressortent un peu moins, mais qui ressortent quand même. L'occupation du sol qui fait apparaître les forêts, mais aussi les pelouses d'altitude, puisque c'est une espèce qui a dans d'autres secteurs et est présente plus haut en altitude dans les pelouses. Et l'ancienneté dans une moindre mesure. On voit que l'habitat qui est occupé sur le site d'étude correspond à 96 km², et c'est une espèce qui a une dispersion zoocore, donc on a considéré que la distance de dispersion maximale était de 1500 mètres. Et pour l'autre, merci, vas-y, voilà, super. Pour la myrtille, c'est une espèce qui, sur le site d'étude, était associée aux chênaies et sapinières. Et quand on fait l'analyse des variables environnementales, on voit que les paramètres qui ressortent, ce n'est pas le type de peuplement, c'est essentiellement l'altitude et l'ancienneté. Donc ça correspond un peu à ce que je vous montrais tout à l'heure dans la présentation précédente, c'est-à-dire que sur le site d'étude, les chênaies et les sapinières on a beaucoup plus de chênaies et de sapinières en forêt ancienne qu'en forêt récente. Donc c'est peut-être ce biais-là qui est reflété par cette association chênaies et sapinières sur le site d'étude. Donc on a un habitat qui correspond ici à 210 km², c'est-à-dire 2 fois plus que pour la spérule, et de la même manière une distance de dispersion maximale qui a été considérée à 1500 mètres. Diapo suivante. Merci. Donc ici on voit les réseaux écologiques qui ont été modélisés pour ces deux espèces. Donc un résultat assez marquant, on ne voit pas très bien sur cette représentation-là, mais c'est qu'en fait pour la spérule, on a une déconnexion entre les bois noirs qui sont au sud-ouest et les monts de la Madeleine qui sont au nord. Alors que pour la myrtille, l'ensemble du site d'étude est connecté. On n'a pas de déconnexion entre ces deux grands massifs. Quand on fait une interpolation sur l'ensemble du secteur, on voit qu'on a des secteurs qui ressortent de ces analyses comme étant particulièrement importants. Donc pour les deux espèces, les sommets des monts de la Madeleine et des bois noirs ressortent. Ce qui n'est pas très surprenant, ce sont entre guillemets des blocs de forêt ancienne. Donc je vais faire un petit focus sur cette zone qui est entourée en gris, qui correspond au sommet des monts de la Madeleine côté Loire. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc ici, vous voyez sur la carte la plus à gauche, la connectivité équivalente moyenne qui a été calculée pour les deux espèces, et donc cette zone en rouge qui ressort. Et quand on essaye de voir à quel type de peuplement correspond cette zone en rouge, vous voyez sur la carte des forêts anciennes que c'est un secteur où on a beaucoup de forêts anciennes qui sont en vert foncé sur cette carte. Et quand on regarde la carte la plus à droite qui correspond au type de peuplement, alors c'est un petit peu moins clair, mais sur cette carte, vous voyez que les sapinières sont en violet et les hêtraies je vois plus, en jaune. Voilà, merci. Et que c'est pareil, en fait, c'est un secteur où par rapport à des secteurs un peu plus bas, on a quand même moins de douglasais. Et voilà, on a une composition qui ressort aussi comme étant un peu spécifique. Diapo suivante. Voilà. Et le deuxième résultat, c'était l'intérêt de l'importance de la composition en peuplement du bois des clous, qui est un îlot qu'on voit en gris sur la carte de connectivité de la myrtille, entre les blocs des bois noirs et des monts de la Madeleine, pour la connectivité entre ces deux massifs. Donc, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà, donc ce bois des clous, on ne voit pas forcément très bien sur la carte, mais il se situe entre la Tuilière et Saint-Jean-Chevalet. Donc on a vraiment au nord-est
les monts de la Madeleine et au sud, enfin à l'ouest, les bois noirs. Diapo suivante, merci. Et donc, quand on regarde la composition en essence des types de peuplement sur ce bois des Clous, on voit qu'on a un îlot de hêtraie. C'est pas la bonne. Ce ne sont pas les bonnes couleurs. La hêtraie est en rose saumon sur cette carte. Il y a une erreur, excusez-moi. Et de peuplement mixte au nord. Et effectivement, cet îlot-là ressort dans la carte d'habitat de la spérule. Mais pas la partie sud qui est composée d'une douglasée. Et on voit que ces îlots de hêtraie, peuplement mixte, correspondent aussi à de petits îlots de boisement en forêt ancienne. Donc là, on a un exemple d'un secteur dont la composition en essence va avoir une influence sur la connectivité qui est différente selon les espèces. Et donc les conclusions qu'on peut être faites, c'est que pour améliorer la fonctionnalité de la trame forestière, un levier à mobiliser peut être l'augmentation de la surface des peuplements mixtes qui à la fois augmente la quantité d'habitat pour aller au-delà des antagonismes entre espèces, comme on l'a vu pour les oiseaux, et favorise les flux de dispersion, qui est plus anecdotique au vu du taux de boisement sur ce site. Ensuite, l'analyse de connectivité indique quels sont les peuplements à protéger ou préserver en priorité, au vu de leur importance et de leur rapport à la connectivité globale de la zone d'étude. Pour la flore, on voit qu'on a des enjeux forts qui sont liés à la préservation de certains types de peuplements par une gestion adaptée. Alors, je vous redis un peu la même chose que ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. Ici, ce sont les sapinières, les hêtraies, les chênaies, et particulièrement en forêt ancienne. Et de la même manière, je vais un peu répéter, la disparition de ces peuplements, on voit bien que ça altérerait de manière irrémédiable la connectivité pour certaines espèces. Par disposition, on parle de changement de type je perds de changement de type de gestion. Voilà. Il faudrait une gestion qui permette à ces peuplements de se maintenir. L'intérêt de prendre en compte différents groupes écologiques, puisque la connectivité est variable en fonction des espèces. Ici, on voit qu'entre la bifaune et la flore, on a quand même des différences, et au sein de la bifaune et au sein de la flore. Mais on voit aussi des points de convergence, notamment ce secteur des monts de la Madeleine, qui contribue fortement à la connectivité du réseau pour beaucoup d'espèces. Et voilà, on peut se poser la question de positionner ces résultats par rapport aux effets des changements climatiques. Et je vais passer la parole à Étienne de nouveau pour qu'il vous en parle. Hop. Je vais chercher le troisième. Je l'ai, écoute, c'est bon, regarde. Tu l'as ? Très bien. Voilà. Oui, donc on s'est ensuite posé la question un peu de la validité de ces résultats en termes d'analyse de connectivité à plus long terme, notamment étant donné l'influence des changements climatiques. Donc on s'est posé la question de savoir comment ces changements climatiques, du coup déjà, allaient influencer la composition des peuplements forestiers. Finalement, est-ce qu'on allait avoir une marge de manœuvre au niveau du choix des peuplements, ou est-ce que les changements climatiques allaient apporter des contraintes très fortes ? Et ensuite, bien sûr, donc, quelles sont les conséquences de ces choix et des changements climatiques sur la connectivité pour, en l'occurrence ici, l'avifaune. Donc pour faire ce travail, on s'est basé sur la construction de scénarios prospectifs donc à l'horizon 2050. On a utilisé des scénarios climatiques produits par les climatologues, c'est ce qui est représenté sur ce graphique à gauche. On voit l'évolution de l'intensité des changements climatiques au cours du temps, selon différents scénarios en fonction de l'intensité de la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc ces scénarios fournis par les climatologues, on peut se demander comment ils se traduisent localement sur notre zone d'étude. On peut voir qu'un scénario ici optimiste conduit à avoir une température moyenne annuelle de 10,7 degrés contre 9,6 actuellement. Et un scénario plus pessimiste, 11,7 degrés. Donc, différents scénarios de changement climatique ont été considérés. Donc, trois. On va considérer que une situation stable et ces deux scénarios du coup d'évolution du climat et notamment des températures. On a également trois scénarios de gestion où la composition des peuplements va varier. On va plutôt favoriser la présence de certains peuplements ou d'autres. En l'occurrence, ici, on voit que la tendance passée
et un développement du coup des peuplements mixtes. Donc on en a déjà parlé, c'est un constat qui a pu être fait à la fois sur le terrain, ils sont assez nombreux, mais aussi en faisant des analyses rétrospectives à partir de cartes anciennes qui datent de 1990. Donc c'est la tendance actuelle. Et ensuite, on va voir ce qui se passe si on cherche à plutôt favoriser la présence de résineux, donc en l'occurrence le douglas, le sapin, ou les feuillus, donc les chênes et le hêtre. Voilà, donc on a 3 scénarios climatiques et 3 scénarios sur la composition des peuplements, donc ça fait un certain nombre de cas de figure que je ne vais pas forcément tous présenter. Déjà, on va prendre un scénario de référence pour faire des comparaisons, avec du coup 2 scénarios de changement climatique combinés à 2 scénarios de gestion. Voilà. Donc tout d'abord, quelques résultats. Ici, j'ai donné des exemples pour 3 essences en ligne. On a les différents scénarios en colonne. Donc pourquoi travailler à l'échelle de la France ? Notamment parce que si on veut comprendre comment les essences forestières répondent au changement climatique sur la zone d'étude qui est représentée ici par une croix, on ne peut pas le faire en s'intéressant uniquement au contexte local, parce que les conditions climatiques futures n'existent pas encore en fait dans ce contexte, mais elles existent par contre ailleurs, donc il y a un intérêt à travailler à large échelle. Donc cette analyse a pu être faite grâce à l'utilisation des données de l'inventaire forestier national et d'une base de données qui présente ces résultats de modèles climatiques. Je ne vais pas trop détailler, hein, je ne veux pas être trop long. Voilà, simplement, à l'issue de ces analyses, on peut essayer de voir un petit peu plus dans le détail comment les essences répondent à la température annuelle moyenne, par exemple. Il y a d'autres variables climatiques aussi qui sont prises en compte. Donc c'est ce qui est représenté sur ces différents graphiques. Hein. En ordonnée, on a la capacité d'accueil qui représente en fait à quel point les conditions climatiques vont être plutôt favorables aux essences si les valeurs sont élevées, ou plutôt défavorables si la capacité d'accueil est faible. Donc ce qu'on voit essentiellement pour le douglas et pour le hêtre, c'est une courbe en forme de cloche. Si la température moyenne est très basse, ça ne va pas être favorable. Si elle est trop élevée, ça ne va pas être favorable non plus. Et entre les deux, on va avoir une température optimale. Ce qui est intéressant de faire ensuite, c'est de comparer cette température optimale par rapport à la température actuelle, c'est-à-dire 9,6 degrés en moyenne. On voit que pour le douglas, ces 2 températures sont assez proches, donc les conditions actuelles sont assez favorables. Pour le sapin, on voit qu'il y a un décalage assez important entre les 2 lignes pointillées, et on a une capacité d'accueil qui est un petit peu diminuée par rapport à une température optimale. Et pour le hêtre, on est un petit peu entre les deux. Ensuite, avec le premier scénario à 10,7 degrés, qu'est-ce qui se passe ? Pour le douglas, on est toujours à peu près au niveau du plateau. Donc pas trop de conséquences. Pour le sapin, la capacité d'accueil continue à décliner. Hein. On est encore plus bas ici au niveau de la courbe. Et pour le hêtre, on voit aussi qu'il y a un déclin. Et lorsque les changements climatiques sont plus importants, dans ce cas-là, on observe un déclin, du coup, quelles que soient les essences. Donc ça rejoint des résultats bien connus qui ont été établis à l'échelle de la France, mais aussi de l'Europe. Donc, comment ces changements se traduisent en termes de composition des peuplements sur notre zone d'étude ? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, la zone d'étude ici est un petit peu agrandie par rapport aux cartes qu'on vous a montrées, notamment au nord-ouest, pour prendre en compte des éléments paysagers qui peuvent avoir un impact sur les oiseaux qui sont assez mobiles. Donc là, j'ai donné 3 exemples. Hein. On est dans le cadre du scénario de projection à 10,7 degrés, d'accord ? Donc, première carte. Donc le scénario tendanciel, hein, qui est assez proche de la situation actuelle. Deuxième carte, on va favoriser plutôt la présence des résineux. On voit qu'on a davantage de douglas qui sont représentés ici en bleu. On ne peut pas augmenter les surfaces en sapin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il va être moins adapté en fait, à ces conditions. Donc finalement, on a un déclin. Et ensuite, si on cherche à favoriser la présence des feuillus, on voit qu'on va gagner un petit peu de surface en hêtre, qui est en jaune sur la carte, et aussi un petit peu en chêne. Donc comment sont construits ces différentes cartes ? C'est assez simple, on va voir en fait quels sont les peuplements qui sont situés dans des zones où ils sont inadaptés. Ils sont inadaptés aux nouvelles conditions climatiques, et à ce moment-là, on va voir par quoi on peut les remplacer, soit en priorisant des essences résineuses, soit de feuillus.
Ensuite, il y a des analyses de connectivité qui ont été mises en œuvre. Donc, à ce stade de la journée, je vais pas en parler plus dans le détail, mais on voit sur ces graphiques donc, comment varie un indice de connectivité par rapport au scénario de référence pour deux oiseaux, le roitelet huppé et le pouillot véloce. Alors, si cet indicateur ici est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'on a un déclin de la connectivité. S'il est supérieur, on a une augmentation de la connectivité par rapport à la référence. Donc là, ce qu'on voit, sans rentrer dans le détail, c'est qu'on a une situation soit qui est assez stable, soit on va avoir une connectivité qui diminue. D'accord, quels que soient les scénarios considérés. Donc finalement, ces résultats ils vont s'expliquer plutôt par la sensibilité thermique des espèces. Donc on a des indicateurs de ce type dans la littérature pour savoir si elles apprécient des températures plus ou moins élevées. En l'occurrence, là, on est sur deux espèces qui apprécient des températures un petit peu plus basses, donc elles vont être défavorisées. Contrairement à ces deux espèces, le piquet-pêche et le grimpero des jardins, où là on va constater systématiquement une augmentation de la connectivité, et ce qui s'explique justement par le fait qu'elles apprécient des températures un petit peu plus élevées. On voit qu'on a très peu de différence entre les deux scénarios de gestion systématiquement, ce qui montre que l'effet des changements climatiques va avoir un impact assez fort sur la connectivité pour les oiseaux, au-delà de la gestion et des choix de composition. Donc cet effet est très fort. Maintenant, un résultat un petit peu plus contrasté pour la citelle torche-peau. Ici, on voit que si l'intensité des changements climatiques est modérée dans le premier scénario à 10,7 degrés, là, on va avoir un effet de la gestion qui est assez important. Dans un cas, si on a tendance à développer plutôt des surfaces en feuillus, on va avoir une augmentation de la connectivité. Donc, c'est une espèce qui est plus présente dans les feuillus en général et en particulier dans les hêtraies. Et si on donne la priorité plutôt aux résineux, on va avoir un déclin de la connectivité. Donc ici, on voit qu'on a un effet de la gestion et des scénarios de gestion, mais globalement, sur l'ensemble des espèces cibles, des espèces modèles, l'effet n'est pas forcément très important. Donc pour synthétiser un peu ces différents résultats, là, pour l'ensemble des espèces, on a vu qu'il y avait deux types d'effets. Soit les changements climatiques vont avoir un effet direct sur les oiseaux. Pourquoi un effet direct ? La température, la pluviométrie, etc. va bouger. On a des espèces qui vont être avantagées, d'autres qui vont être désavantagées. Voilà. Donc ces effets sont relativement forts et peuvent masquer les effets indirects. Alors les effets indirects, qu'est-ce que c'est ? Les changements climatiques vont aussi avoir un impact sur la composition des peuplements, avec des peuplements plus ou moins adaptés. Et la composition des peuplements, on l'a vu, a également un impact en termes de connectivité pour les oiseaux. Donc, étant donné qu'on est dans de la construction de scénarios, on peut contrôler un peu ces différents effets et on peut supprimer les effets directs qui masquent un petit peu les effets de la gestion. Donc, nous, on s'intéresse plutôt à voir quelle est la marge de manœuvre de la gestion forestière en termes de composition des peuplements, puisque c'est là qu'on va avoir un levier d'action pour améliorer la connectivité des forêts. Donc ce que j'ai représenté sur ce tableau, c'est exactement le même indice de connectivité que précédemment. Donc s'il est négatif, la connectivité chute. Voilà. Donc il y a deux valeurs à chaque fois, puisque c'est une synthèse pour l'ensemble des espèces. Donc on a une valeur minimale et une valeur maximale. Donc on voit dans ce nouveau cas de figure que, quels que soient les scénarios considérés, on va avoir systématiquement une connectivité qui décline ou qui reste à peu près stable. Et finalement, il y a un seul scénario où on va avoir une stabilité ou bien une augmentation assez marquée de la connectivité. Et donc ce scénario, c'est le cas de figure où l'intensité des changements climatiques n'est pas trop forte. Et si on fait le choix de prioriser plutôt les essences de feuillus, donc le hêtre, le chêne, et résineux, essentiellement le douglas. Voilà, donc j'ai terminé sur cette conclusion et laissé la parole. Alors, je reprends rapidement la parole. On a pris un peu de retard. Donc, c'est Jean-Pierre Loud, le collègue du CRPF, qui a pour rôle de regarder les questions qui peuvent être soumises. Donc, je lui laisse la parole. L'idée, ce serait qu'on ait une ou deux questions maximum pour pouvoir enchaîner rapidement sur la suite des présentations. Jean-Pierre, si tu as...
éléments. Oui, bonjour, merci Fabrice. En ce qui concerne les questions, on peut, sur ces présentations, on peut relever la question de Monsieur Savoie qui s'interrogeait sur les différents scénarios qui avaient été proposés pour savoir s'ils s'appliquent à des peuplements destinés à maintenir une production forestière ou aussi au maintien d'un couvert forestier qui serait par exemple laissé en libre évolution. Voilà, donc c'était une des questions qui pouvait être posée. Et en complément, il constatait il semblait que la diversité génétique soit plus importante dans les peuplements hors sylviculture. Alors, je sais peut-être Étienne, un petit rapide, réponse rapide sur Oui, le oui. troisième scénario. Alors sur les peuplements en libre évolution, disons qu'effectivement il y a différents peuplements qui sont pas ou peu gérés, et c'est ce qui explique en partie la présence d'accrus ou la présence de peuplements mixtes. Donc là, sur les accrus, on va avoir vraiment un mélange d'essences. Donc là, il va être assez difficile de comprendre où est-ce que ces essences pourraient être localisées ou non. Donc tout ce qui est mélange de feuillus a été considéré comme étant stable au cours du temps dans les scénarios. Voilà un petit mot rapide sur la libre évolution. Donc concernant la production, c'est clairement les essences intéressantes en termes de production, notamment pour la filière bois construction, c'est le sapin et le Douglas. Donc effectivement, il y a un antagonisme entre nos deux scénarios, avec un scénario qui va justement chercher plutôt à privilégier ces deux essences au détriment des feuillus. Donc effectivement, on peut faire ce lien-là. Ok, donc je sais pas, peut-être Fabrice, on peut continuer parce que je pense qu'il y a des questions qui seront plus de l'ordre du débat que j'avais relevé précédemment. Tout à fait, ouais. On va passer à la présentation suivante du CRPF et de l'ONF. Je partage. Voilà. Hop. En plein écran. C'est tout bon. Donc rebonjour à tous, Anthony Dubois de l'ONF. On va faire cette présentation avec Olivia Marois du CRPF. Et donc, on est en parallèle de ces études-là qui viennent de vous être présentées sur la connectivité. Sur ce site, on a également travaillé donc plus à l'échelle de la parcelle sur les actions, les pratiques sylvicoles qui soient favorables à l'accueil de la biodiversité. Donc la première étape, ça a été déjà d'identifier ces bonnes pratiques de gestion forestière sur la base de la bibliographie existante, et puis ensuite de les mettre en œuvre sur des parcelles de référence. Donc d'un côté pour les appliquer, pour les appréhender, appréhender leur mise en œuvre, et puis aussi pour être le support d'actions de sensibilisation. Donc la première, ça a été le travail sur la régénération naturelle, pour éviter plutôt des coupes rases et puis de la replantation, avec là en bénéfice attendu déjà permettre une continuité de l'état boisé sur la parcelle, et puis des aspects positifs sur la conservation des sols en nutriments, en carbone. Et donc à chaque fois on a eu plusieurs types de travaux qui ont été faits. Donc là on voit le cas à Saint-An-le-Vieux sur une futaie régulière de Douglas, où on a de la régénération naturelle qui s'est développée, donc avec des actions de nettoiement, de dépressage, et puis d'autres actions comme la conservation de feuillus. On y reviendra après. Hop, je ne suis pas sur le bon écran. Voilà. Ensuite, on a travaillé donc sur l'irrégularisation de peuplement, avec là aussi comme bénéfice attendu le maintien de la couverture forestière sur la durée des cycles. Une diversité aussi bien horizontale, donc au niveau des diamètres au sein de la parcelle, et une diversité verticale, donc sur plusieurs strates, qui est intéressante pour les espèces forestières. Là, on a par exemple travaillé sur les grands mûrsins, sur un peuplement de Douglas, donc sinistré par la tempête de 99, et donc avec des travaux typiques d'irrégularisation, donc l'ouverture de cloisonnement, du dépressage, du nettoiement, du dégagement. Hop. Après, on a travaillé donc sur de la diversification d'essences,
s'est faite de manière conjointe avec les autres types de travaux, que ce soit les régularisations ou la régé naturelle, avec là, donc, en bénéfice attendu, de meilleures conditions, favorables à une plus grande diversité d'espèces, notamment avec des essences feuillues au sein des peuplements. Donc là, on voit le cas de la forêt communale d'Ambierle, où là, donc, les ouvriers forestiers tâchaient de maintenir un pourcentage de feuillus de manière diffuse sur la parcelle. Et puis enfin, on a travaillé sur l'irrégularisation des lisières, avec là pour objectif de créer des milieux de transition entre peuplements, et puis l'installation d'une flore herbacée variée et arbustive également, qui sont des conditions favorables à un certain nombre d'espèces, notamment d'avifaune, et puis de herbacées, bien entendu, de flore. Et donc là, on a travaillé sur les grands murs-sains, donc sur créer des transitions entre des peuplements résineux et les pistes forestières, donc en éliminant les résineux en bord de parcelles et en maintenant les feuillus. Alors ça, bien sûr, c'est des choses qui peuvent être anticipées dès la plantation, sans avoir à faire des travaux derrière, en maintenant une bande herbacée le long des pistes, le long des parcelles, et laisser les feuillus s'y développer naturellement. Voilà pour les travaux qui ont pu être engagés, et puis donc je laisse Olivia continuer. Merci Anthony. Donc était également prévu sur ce site donc des actions relais à destination de différents publics cibles. Donc premier public cible, les propriétaires privés. Alors là, l'idée, c'était en fait, et on est vraiment dans la thématique du paysage à la parcelle, d'aller au-delà des réunions d'information qu'on peut faire classiquement sur le terrain. Donc, on a testé collectivement avec la LPO, le Conservatoire botanique, un format entre guillemets nouveau, c'est-à-dire que l'idée était de cheminer sur un secteur qu'on avait donc choisi préalablement, en partant donc d'un point où on a proposé une lecture paysagère aux participants. Et puis donc ensuite on est rentré dans le massif et on a pu traverser plusieurs types de peuplements. Donc en premier lieu un accru de pins sylvestres, donc, qui était anciennement une parcelle agricole qui a été recolonisée par des essences forestières de lumière. Donc on a discuté voilà, des espèces inféodées à ce type de milieu. Ensuite, donc, on est arrivé sur une parcelle, donc c'est le point 3, une futaie régulière de Douglas non éclaircie, donc très très dense, avec très peu de lumière au sol. Ensuite, deuxième parcelle, quatrième point, donc une futaie régulière de Douglas, là pour le coup, à un stade assez avancé avec 3 éclaircies réalisées. Et puis ensuite, différents types de peuplements feuillus, peu ou pas gérés, donc une chênaie et puis une hêtraie, avec à chaque fois une discussion sur les espèces associées à ces milieux. Et voilà, une discussion sur leur déplacement plus ou moins rendu aisé par la perméabilité de ces différents milieux. Donc on est vraiment dans la thématique du paysage à la parcelle. Donc illustration de cette tournée qui a été réalisée, enfin qui a été proposée aux propriétaires forestiers en septembre 2019, donc avec Emmanuel Véricel qui donc montre aux propriétaires, voilà, sur sa tablette des espèces d'oiseaux qui peuvent être contactés dans le secteur. Et puis donc intervention sur la deuxième photo du propriétaire forestier de la Douglasée éclaircie en expliquant un petit peu sa démarche et les poursuites aussi envisagées en termes de régénération de ces peuplements. Merci. Donc, alors ensuite, auprès des élus, donc on leur a proposé une tournée forestière sur la base des travaux qui vous ont été présentés par Anthony juste avant sur le massif des Grands, enfin sur le site des Grands Murs-Saints, donc qui appartient à la communauté d'agglomération de Roanne, enfin Rouennais Agglomération. On a lieu en 2020, donc là on est pareil, on est un petit peu sur une échelle intermédiaire entre
l'approche paysagère et puis la gestion vraiment forestière à l'échelle parcelle, puisqu'on a cheminé également sur ce site en rencontrant différents types de peuplements, certains qui ont été très fortement impactés par la tempête de 99 et donc sur lesquels il y a eu une réflexion de poursuite de gestion à moindre frais pour le propriétaire, en l'occurrence l'agglomération. Et donc, on a pu échanger avec les élus sur l'intérêt de ces interventions, leurs coûts aussi, et puis les possibilités d'accompagnement financier de ces mesures. Ensuite, dernier point, il est prévu donc une action de communication par l'intermédiaire d'une plaquette de communication auprès des professionnels forestiers ce coup-ci, donc c'est-à-dire les gestionnaires et puis donc les intervenants de la partie, enfin de l'exploitation, donc voilà, exploitants, entrepreneurs de travaux forestiers, etc., pour donc mettre en lumière voilà, des interventions qui sont intéressantes pour la biodiversité, en ayant en tête qu'on a évidemment une réflexion qui va au-delà dans le cadre du projet. Voilà, donc dernier point, un travail qui a été réalisé sur l'ensemble des sites du projet. Donc on n'en a pas forcément parlé jusqu'à présent, mais là en l'occurrence on a choisi nous de faire un petit focus sur le référencement des dispositifs incitatifs. Diapo suivante. Merci. Donc l'idée étant, en fait, pour chaque bonne pratique, entre guillemets, de gestion qu'on a pu identifier, c'est de se demander quels sont les dispositifs de financement existants, s'ils existent, localement ou sur d'autres territoires. Donc par exemple ici, les dispositifs d'accompagnement de la filière bois du département, donc qui permet de financer des plantations mixtes, par exemple. Ensuite, donc qualification de ceci des dispositifs en termes de pertinence, de priorité, de facilité de mise en œuvre, et puis des propositions pour faire évoluer ces dispositifs et également, donc ça on n'a pas encore atteint cette étape-là dans le travail, mais de proposer également des dispositifs complémentaires qui aujourd'hui n'existeraient pas ni sur le territoire ni à proximité. Voilà, donc ce travail-là est un morceau important du projet et donc pas tout à fait finalisé, mais l'objectif est vraiment de rendre toutes ces informations disponibles de tout un chacun dans l'objectif d'un déploiement opérationnel. Voilà, et donc, j'en terminerai par cette dernière diapo. Donc, on est à une phase également où on commence à discuter des perspectives, donc en se demandant quelles sont les poursuites possibles et qu'est-ce qu'on peut, nous aussi, en tant que, en l'occurrence, nous, CRPF, l'ONF, et puis nos partenaires des associations naturalistes, voilà comment on peut passer à un échelon opérationnel tout en s'inspirant des résultats de ces travaux. Donc la première idée déjà, c'est de généraliser les pratiques améliorant la capacité d'accueil de la biodiversité au sein des peuplements. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait un petit peu ponctuellement, notamment en proposant, nous, CRPF, des diagnostics IBP. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment quel que soit l'endroit où on se situe sur le territoire, de vraiment diffuser ces pratiques qui sont favorables et également donc faire connaître les dispositifs de financement existants pour notamment permettre, le cas échéant, de financer les pertes de revenus et puis donc mettre en avant aussi les lacunes de ces dispositifs parce qu'elles peuvent exister et il faut quand même savoir que voilà, pour notamment le propriétaire forestier privé, la perte de revenus n'est pas quelque chose à négliger. L'approche économique est très importante. Donc ensuite, deuxième point, l'idée d'élaborer un outil de spatialisation des enjeux à une échelle fine, c'est-à-dire à une échelle vraiment parcellaire, enfin en tout cas très infra,
Donc, dans un objectif de continuer, enfin, on a travaillé ensemble dans ce projet, on a eu une dynamique collective donc de travail en synergie entre forestiers et naturalistes. L'idée étant de vraiment pouvoir prendre en compte les enjeux dans les actes de gestion. Donc, par là, j'entends voilà, les travaux, tout ce qui est marquage, la réalisation des coupes, pouvoir vraiment avoir à disposition des enjeux, donc au-delà des zonages réglementaires, etc., mais d'avoir un peu des clés de lecture quand voilà, nous, on intervient en conseil chez les propriétaires. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment à creuser, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser toute la donnée générée dans le cadre du projet pour ce faire. Et donc, un point aussi important, on l'a un petit peu abordé, on n'a pas, on s'est appuyé sur la distribution en essence sur ce territoire. On n'avait pas accès vraiment à des données spatialisées sur les pratiques de gestion dans le détail. L'idée étant de pouvoir travaux, notamment quand on pourra avoir, et c'est une bonne nouvelle, des données LIDAR à disposition pour peut-être prendre une autre entrée que c'est uniquement celle des essences forestières et de leur distribution dans l'espace. Et puis donc enfin, l'idée de... J'ai le bandeau qui ne me permet pas de voir. Voilà, l'idée d'intégrer également donc, les changements climatiques dans tous les travaux autour de la connectivité en forêt et dans la suite. On sait que voilà, ça va avoir une importance majeure. On en a longuement discuté dans cette session. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on souhaitait souligner en perspective. Voilà. Il y a une dernière diapo d'illustration de forêt irrégulière, qui est pas, c'est pas une structure très courante sur les monts de la Madeleine, mais ça existe. Donc, je remercie, on ne les voit pas apparaître à l'écran, mais je remercie vraiment l'ensemble des partenaires impliqués sur ce site. On a vraiment pu travailler de façon intéressante collectivement. Merci Olivia. Je souligne en fait les dernières présentations que tu as faites là concernant les leviers, les outils, les politiques publiques qui permettent de mettre en œuvre concrètement les éléments qui auront été identifiés dans le cadre de ce projet. Ce travail-là va être réalisé en fait pour les 4 thématiques, donc sur les 4 sites, et ça sera un des éléments, un des livrables. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui dans le chat avaient pour ces livrables des points de sortie importants du projet. On a pris un petit peu de retard. Je vous propose d'avoir 10 minutes maximum de questions-réponses sur ce projet-là, donc animé conjointement par Sylvie, à qui je pense que je vais passer la parole, mais Jean-Pierre peut aussi intervenir pour retranscrire des questions importantes qui n'auraient pas trouvé de réponse dans le cadre du fil de la conversation. Oui, peut-être pour lancer un petit peu la discussion, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges qui ont eu lieu sur maintenant l'aspect sylviculture, c'est-à-dire quelle modalité de gestion peut-on ou doit-on appliquer ou peut-on conseiller avec tous ces éléments, et notamment par rapport au changement climatique, puisqu'il va y avoir un effet direct à la fois sur les peuplements forestiers, mais déjà un premier effet sur la présence, la pérennité de la forêt déjà, sans parler de sa composition, il faut déjà parler de sa pérennité. Donc il y a des échanges qui ont été faits là-dessus, sur les modalités de gestion, les peuplements clairs, la dynamique forestière, etc. Donc c'est peut-être maintenant, en fonction de tous ces éléments, effectivement, c'est comment arriver, notamment sur ces zones en dépérissement, comment arriver à prendre en compte tous ces enjeux pour que la forêt reste à la fois productive, mais aussi à la fois puisse prendre en compte la connectivité pour ces espèces-là. Donc c'est vrai que tout tourne, maintenant les questions posées tournent maintenant autour de ce sujet-là. Donc peut-être qu'on peut continuer les échanges autour de cette thématique-là, si vous le souhaitez.
Je ne sais pas, Sylvie, si ça évoque quelque chose pour toi, avec ton regard de grand témoin, on va dire, sur ce Sur la webinaire. gestion forestière, pas trop, mais ça rejoint des préoccupations qui sont aussi fait jour sur les discussions et sur la présentation, c'est comment parler de ces enjeux-là. Parce qu'autant sur le réseau de haies, ce matin, on a vu qu'on pouvait avoir une approche presque socio-économique qui permettait de justifier pour l'agriculteur l'intérêt de la haie pour sa propre exploitation agricole, autant là, qu'est-ce qu'on met en avant pour le propriétaire pour justifier d'améliorer la connectivité? Quelles sont les accroches qui sont utilisables pour lui? Est-ce que là, on n'est pas dans un système où entre guillemets, il peut peut-être moins gagner qu'un agriculteur avec une haie qui pourra lui rendre des services de manière plus évidente et plus facilement communicable. Et par exemple, je voudrais savoir comment ce cheminement que vous avez fait, quels sont les retours que vous avez eus des propriétaires forestiers, quels sont les points justement où vous avez senti qu'ils accrochaient à ces questions de préserver les enjeux pour la biodiversité et la connectivité. Je vais intervenir puisque ça parle notamment des propriétaires forestiers privés. Donc oui, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas précisé. Les propriétaires qui ont participé à la tournée, au cheminement sur la commune de Chéry ont été très intéressés, et en particulier, ils ont apprécié le fait qu'on parle précisément d'espèces pour reste pas flou sur les pics, ce qu'on peut parfois faire, mais là on avait vraiment été très concret sur telle espèce, le muscardin dans telle zone, le piquet pêche dans telle autre, etc. Donc ça, pour eux, ça leur a vraiment parlé, en particulier le propriétaire de la parcelle de Douglas qui était là. Lui, il a dit moi je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir ces espèces-là à proximité de chez moi, quoi. Donc ça, c'est un élément. Ils sont très intéressés globalement, sauf exception, mais très intéressés globalement par ces sujets-là. Après, j'ai plus précisément en tête la première partie de la question. Effectivement, je crois qu'on est moins sur des préconisations concrètes par rapport à ce matin et aux haies, où il s'agit surtout de où plus que de comment. Nous, c'est plutôt, ça va être quelque chose de plus utile. On a beaucoup travaillé jusqu'à présent sur la notion de capacité d'accueil de la biodiversité à une échelle parcellaire, et désormais, on sait qu'il y a une réflexion à engager au-delà, et on est dedans avec ce projet. Et c'est comment lier les deux, c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler, je pense. Si je peux ajouter quelque chose, il y a quand même des points, comment dire, c'est différents types d'avantages, mais il y a quand même des avantages à mettre en place certaines de ces pratiques qui ont été mises en avant pour les propriétaires, une meilleure résistance aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires. Il y a quand même des intérêts qui peuvent être... il y a quand même des points, disons, sur lesquels le fait d'avoir une gestion qui est plus favorable à la biodiversité peut aussi apporter un avantage aux propriétaires. Oui, je complète également les propos de Lisa. On a aussi évoqué avec les propriétaires la question de la fertilité des sols, qui peut être, on va dire, conservée, voire améliorée en fonction on va dire, des choix de gestion qui seront opérés. Donc c'est un ensemble. C'est vrai qu'en termes d'efficacité, d'apport économique, c'est pas forcément des choses qui sont aussi facilement mesurables que la valorisation du bois sur des haies dans les systèmes agricoles.
Mais voilà, c'est bien finalement le sol forestier, par exemple, qui va être le support de la productivité après de la parcelle. Donc la gestion, on va dire, qui est préconisée par les résultats de ces études et ces travaux va bien un petit peu dans ce sens-là. Alors, je vois que dans les questions, il y avait aussi des questions sur la résistance des peuplements matures face au changement climatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, puis on rejoint ce qui avait été développé dans la séquence, la session 2 sur les forêts en libre évolution avec l'acceptabilité sociale d'avoir éventuellement des peuplements dépérissants. Donc là, je pense que c'est aussi un gros enjeu quand on voit bon, c'est plus sur de la nature en ville, mais quand on voit les débats qu'il y a autour d'un arbre qu'on coupe parce qu'il est identifié comme malade et quand on coupe les voisins pour éviter la contamination, il y a des vraies réactions très épidermiques des citoyens. Donc je pense qu'il y a vraiment une pédagogie à faire autour de l'arbre et du fait que bah, c'est un être vivant, mais qu'il a aussi un cycle avec une naissance, une croissance et une mort, et que voilà, il faut, même si c'est à très, très grande échelle par rapport à nous, bah, voilà, c'est des choses qui peuvent s'accélérer aussi par le changement climatique. Parce que c'est vrai qu'un dépérissement de forêts massives, que ce soit pour des scolytes ou pour des températures trop hautes ou de la sécheresse, c'est impressionnant. Je suis allée au mois de novembre là, sur 2 forêts vosgiennes, sur la forêt qui est la forêt de la Harte, qui est en bordure de Mulhouse, où il y a des dépérissements, mais de plein d'espèces différentes à cause de la sécheresse, et puis sur un autre secteur où c'était des scolytes qui avaient vraiment fait des dépérissements de grande ampleur. C'est pas une forêt dans laquelle on a l'habitude de se déplacer. Donc c'est vrai que se dire que le changement climatique va peut-être nous amener ça pose question, parce qu'après s'enchaînent aussi d'autres risques qui n'ont pas été évoqués, qui est le risque d'incendie, qui est le risque de chablis massif. Donc ces enjeux-là, est-ce qu'ils sont pris en compte aussi dans les réflexions? Alors, pas forcément à l'échelle de cette étude, je peux commencer, d'autres personnes vont répondre aussi, mais Benoît Renaud a indiqué dans le chat, il y a déjà quelques éléments de réponse sur des peuplements à forte naturalité. On voit quand même qu'il y a un effet tampon de protection, et on voit ça sur les peuplements mixtes de manière générale. Plus on a diversité, on a quand même un effet tampon qui protège par rapport aux effets du réchauffement climatique. Après, je pense qu'il ne faut pas imaginer non plus sur une forêt en libre évolution, qui n'est pas vraiment la thématique de ce site-là, mais que le réchauffement climatique va induire une mortalité massive qui va faire qu'on n'aura plus d'arbres du tout. Il me semble que dans la notion de forêt en libre évolution, il y a des cycles de mortalité et les arbres vont être remplacés par autre chose. Finalement, on va avoir une adaptation locale. On le voit déjà ailleurs. Il y a des endroits où, notamment en altitude, où on avait certains types de boisements ou bien pas d'arbres, et puis petit à petit, il y a d'autres arbres qui s'installent. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour toutes les espèces qui vivent dans ces peuplements, mais la nature n'aime pas tellement le vide, donc un peuplement où il y a des arbres qui vont dépérir à cause du réchauffement climatique, il y a d'autres arbres qui vont monter en altitude, monter du sud au nord et qui vont arriver aussi. Après, là, on est dans une perspective de libre évolution. Dans une perspective de sylviculture, c'est vrai que c'est plus compliqué. Laurent Bergès. Juste une chose là quand même qui me dérange un petit peu, c'est que bon, même les débats sont très intéressants, ça ouvre des perspectives, ça ouvre le débat est parti sur des aspects très larges, etc. De prise en compte du changement climatique, de sylviculture associée, etc. Tout ça est très intéressant et très bien. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais quand même, le projet, il est quand même sur les questions de connectivité. Il porte quand même sur des questions de réponse en fait des espèces forestières à la connectivité. Et peut-être que
c'est déjà un gros sujet. Donc, le projet est là-dessus, la CPO est là-dessus. Donc, bien sûr, les autres sujets sont importants, mais j'aimerais bien quand même qu'on discute plus de ces questions-là qui sont quand même centrales. Parce que bon, moi, je veux bien discuter de l'aspect stockage de carbone et tout ça, mais le stockage de carbone, c'est très bien. Bon, il y a des tas de questions là-dessus, justifier de faire telle ou telle sylviculture par rapport au stockage de carbone, c'est très bien. Mais c'est pas le sujet du projet, hein. Voilà, donc désolé de vous recentrer un peu là-dessus, mais bon, à ce moment-là, il faut faire un colloque là-dessus, hein. Ce n'est pas l'objet du projet, ce n'est pas l'objet du séminaire. Peut-être pour finir, pour clôturer un peu cette phase de questions-réponses, puisqu'effectivement, on ne va pas arriver à traiter tous les sujets dans le temps qui nous est imparti, là, qu'on a déjà dépassé. Je voulais juste passer la parole aux communes forestières. On a eu une expression en fait de la perception des sujets par la forêt privée via Olivier Marois. Et donc peut-être que Bastien peut nous donner quelques éléments sur la perception de ces notions de connectivité, de trame verte par les communes forestières. Et puis après, je pense qu'on passera à la dernière partie du séminaire pour le clôturer en une quinzaine de minutes. Oui, tout à fait. Merci Fabrice. Effectivement, ces thématiques, quand on les a portées auprès des propriétaires de forêts publiques, on a senti qu'ils y venaient aussi pour aussi les notions de cadre de vie, environnementaux dont tu parlais, Laurent Bergès. Ça leur permet aussi de rentrer plus précisément dans des enjeux plus spécifiques liés à la connectivité. Pour moi, oui, améliorer la connaissance des milieux, favoriser la cohérence des politiques publiques. Pour l'Union régionale des associations de communes forestières, c'est près de 970 collectivités en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'est vraiment attachée donc, à sensibiliser et à porter à connaissance les objectifs et les résultats de ce programme. Pour notre association, il est très important, il faut outiller les élus dans leur rôle d'aménageurs du territoire. Donc, suivre l'évolution législative, exposer les outils réglementaires existants et leur déclinaison possible localement. Bon, c'est pourquoi nous avons intégré la problématique de la trame verte forestière dans nos formations. Et d'ailleurs, j'invite les élus, les directeurs de services, les gestionnaires à se rapprocher de nous pour accéder à ces ressources qui sont fruits du travail multipartenarial que vous avez vu. À solliciter aussi leurs associations locales pour organiser des formations sur leur territoire. Parce que l'enjeu, il reste de faciliter l'appropriation des thématiques, des enjeux et des outils à disposition aujourd'hui des élus locaux pour qu'ils puissent les mettre en musique au service de leur projet de territoire. Je pense que les multiples travaux sur la connectivité vont nous aider à enrichir comme ça le panel d'outils à disposition des élus. Voilà. Merci Bastien. Merci. Je pense qu'il faut qu'on arrête ici pour cette session-là, si on ne veut pas trop dépasser le temps qui était prévu. Donc si vous en êtes d'accord, on peut passer à la phase de clôture du webinaire. Donc il y a deux petites interventions qui sont prévues, on va faire ça très rapidement pour ne pas vous mettre trop en retard. Donc moi je vais d'abord apporter quelques éléments sur la clôture du projet lui-même et ensuite je laisserai la parole à Sylvie Van Pen pour la conclusion globale de ce séminaire. Alors d'abord, quelques éléments donc, pour conclure sur le projet lui-même, le cadre partenarial dans lequel il s'est inscrit. Il y aura un dernier comité de pilotage du projet qui va se tenir début 2021, qui aura deux objectifs. D'abord, finaliser l'ensemble des livrables qui sont prévus dans le projet et qui ont été réclamés à plusieurs reprises dans le cadre du fil de discussion. Et tous ces documents donc, seront mis à disposition pour être utilisés ensuite sans restriction par qui le souhaite. Et puis un deuxième objectif sera de réfléchir aux études et aux expérimentations qu'il sera utile de poursuivre pour approfondir ces travaux sur la connectivité et la perméabilité des milieux forestiers et pourquoi pas intégrer la dimension changement climatique puisqu'on s'aperçoit que c'est un des éléments importants à prendre en compte dans l'avenir.
Alors, je voulais juste profiter de ce moment aussi pour faire un retour sur l'émergence du projet, sur le partenariat qui s'est mis en place, et pour souligner le fait que les forestiers ont mis du temps en fait à s'intéresser à ces questions de connectivité. Et ce programme sur la forêt a été finalement le dernier à voir le jour dans le cadre des 5 programmes présentés ce matin par Julien Semmelet au titre du SRCE de Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, il a eu l'amabilité de ne pas mettre en relief le fait que les forestiers étaient les derniers à démarrer. Alors, 2 raisons à cela, hein. D'une part, les forestiers ont considéré que la forêt étant plus naturelle, moins artificialisée que la plupart des autres compartiments du paysage, c'était d'abord aux autres acteurs du territoire de faire des efforts. Alors, même si ce constat reste en partie pertinent, le projet a montré que les forestiers peuvent et doivent prendre leur part dans l'amélioration de la connectivité des milieux naturels. La seconde raison tient au fait que, au faible nombre de personnes qui travaillent dans la gestion forestière, et donc la difficulté à se mobiliser sur ces thématiques qui étaient nouvelles à l'époque. Par exemple en forêt publique, hein, qui est incomparablement mieux dotée que la forêt privée, nous sommes à peu près 1000 personnes pour gérer 600 000 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de la surface d'un département sur les 12 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour pallier à ce déficit de force vive, il nous faut d'une part prioriser les actions sur lesquelles on souhaite s'investir, et d'autre part nouer des partenariats avec d'autres acteurs pour progresser plus vite. Et ce d'autant plus que les autres acteurs investis dans la gestion et dans la connaissance des milieux naturels sont évidemment dans la même situation, avec des capacités d'action qui sont faibles par rapport aux enjeux. Je pense qu'ils ne me contrediront pas sur ce point-là. Alors, du coup, ça la rend d'autant plus important un élément de contexte que j'ai déjà cité 2 fois dans le cadre de ce webinaire, donc ça va être une 3e fois. Ça concerne donc la stratégie régionale pour les services socio-environnementaux par les forêts, qui est finalement ce cadre qui nous permet d'identifier les axes de travail prioritaires et de créer un environnement propice au rapprochement et aux collaborations entre partenaires. Alors, je parle de cette stratégie parce que la stratégie dans laquelle s'est inscrit ce programme-là se termine en 2020 et que l'année 2021 va être mise à profit pour réfléchir sur une nouvelle stratégie, que cette nouvelle stratégie va probablement embarquer d'autres acteurs, et notamment les acteurs qui se sont associés dans le cadre de ce projet. Et donc on est dans un cadre partenarial dans ce projet qui est plus large que l'ensemble des acteurs qui ont signé la précédente stratégie. Et donc voilà, ce programme préfigure le cadre de la future stratégie telle qu'on souhaite la mettre en œuvre et qui permettra de disposer d'un cadre stratégique pour les 10 prochaines années pour la forêt et l'environnement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, merci. Je laisse maintenant la parole à Sylvie pour clôturer ce webinaire. Merci. Mais écoutez, moi j'ai retenu de cette journée des choses très intéressantes en termes de panel d'acteurs qui ont contribué à ce projet et la richesse que chacun a apporté par ses différents points de vue, ses différents réseaux, ses contacts. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important à souligner. De la même manière, l'amplitude des travaux qui ont été menés depuis l'échelle du paysage en regardant la forêt comme un bloc au milieu d'une matrice autre, à relier par des réseaux de haies, des bosquets, des choses comme ça, et pour aller jusqu'au cœur des parcelles pour avoir des retours sur des actions de gestion très très fines. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Et on voit aussi que c'est finalement avec les mêmes outils de modélisation que la recherche elle est capable de répondre à ces différentes échelles de travaux. Donc là, je pense qu'il y a effectivement la preuve par ce programme que les moyens existent pour identifier les priorités où on a à s'attacher à préserver et à restaurer des continuités aussi bien dans le paysage qu'au niveau des trames forestières elles-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisque je dirais qu'il ne reste plus maintenant quasiment que la volonté de s'y mettre et d'aller faire des actions où c'est le plus pertinent de les faire. Voilà ce que je peux dire à l'issue de
ces 2 jours. Ça serait vraiment bien si le chat pouvait être récupéré, parce que je pense qu'il y a matière à plein d'éléments aussi importants à récupérer, à joindre aux actes du colloque. Je ne sais pas comment vous avez prévu de faire la restitution finale, si c'est une synthèse ou des actes, mais je pense qu'il y a des éléments très intéressants. Qu'est-ce que c'était tellement dense que j'ai pas eu le temps de noter et de surligner les éléments très très intéressants à noter, mais on a balayé aussi une gamme d'espèces qui était assez importante, y compris des espèces végétales alors que d'habitude, dans les questions de grandes vertébrés, les espèces végétales, elles sont un peu les oubliées. On considère qu'elles sont simplement véhiculées par les animaux. Mais là, on a vu que, avec les 2 exemples qui ont été traités, que 2 espèces, finalement, elles ont des besoins assez différents et qu'on n'avait pas les mêmes patrons de connectivité entre la myrtille et puis la spérule, qui ont été étudiés un peu plus en détail. Pareil pour les oiseaux, c'est très intéressant d'avoir sur les mêmes terrains ces regards sur 5 espèces forestières différentes, et de voir que on peut éventuellement réussir à trouver un compromis de gestion qui permette de les faciliter toutes plus ou moins, et de ne pas avoir à faire des choix de préservation. C'est souvent quelque chose qui se pose, de se dire si des éléments favorisent une espèce, peut-être que d'autres vont être défavorisés. Là, on voit que des peuplements mixtes, finalement, c'est justement un mixte qui permet à toutes les espèces d'y trouver leur compte en termes notamment de déplacement. C'est ce qui a été montré. Écoutez, bravo pour ce gros travail qui a été mené, et puis j'espère que ça va pouvoir continuer pour d'autres projets à venir, parce que je pense que c'est une vraie synergie qui s'est nouée entre tous les acteurs, et qu'il faudrait vraiment réussir à la maintenir pour continuer à aller plus loin sur ces réflexions. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci Sylvie. Donc oui, effectivement, les actes du colloque reprendront donc tout le déroulé, les discussions qui ont été menées, les liens qui ont été diffusés. On essaiera de compiler tout ça, les questions qui ont amené beaucoup d'intérêt, même si on n'a pas répondu totalement. Et on vous enverra ça assez rapidement, avec aussi le lien donc pour la rediffusion du séminaire, pour tous ceux qui n'ont pas pu voir la totalité. On vous les transmettra assez rapidement par mail. Voilà, donc merci à tous les partenaires du projet pour votre travail ces 3 dernières années, pour vos présentations aujourd'hui, et puis merci à Sylvie pour votre qualité de grand témoin de notre séminaire de restitution. Voilà, tous les petits mots qui défilent. Bonne fin d'après-midi à tous.